8h38 exactement. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI et merci de nous suivre, j'espère, pendant tout l'été. Avec ce matin, notre invité qui n'est pas un politique, c'est un professeur de médecine. Il s'appelle Enrique Casalino, il est infectiologue, il est patron des urgences à l'hôpital Bichat à Paris. Monsieur Casalino, merci d'être en plateau avec nous. Alors, une première question, monsieur, parce que je sais que le gouvernement a diligenté une grande enquête sur la situation de l'hôpital public, une de plus, dirons-nous, vu la situation de grande urgence dans laquelle se trouve l'hôpital public. Les premières données sont remontées. On annonçait un été cataclysmique à l'hôpital public, notamment en matière d'urgence. Est-ce que nous sommes dans une situation aussi grave que ça, ou est-ce que c'est comme à l'ordinaire ? Le problème, c'est qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Et ça fait des années que tous les étés, que les vacances scolaires, dès qu'il y a un pont, dès qu'il y a le moindre souci, nous disons... On dit aux gens, surtout, ne soyez pas malades. Voilà. Et la situation dans les hôpitaux est difficile. Et elle est difficile pour les patients, ne l'oublions pas, parce que restreindre l'accès aux soins crée une difficulté pour les patients, incontestablement, oui. Et elle est difficile pour le personnel de santé qui doit faire face. Donc, si je vous dis que la situation aujourd'hui est intenable, c'est évident que ce n'est pas vrai. Si je vous dis qu'aujourd'hui tout va bien, je serai le pire des menteurs. Oui. Donc, ce n'est pas normal que la réponse soit une restriction de l'accès aux soins. C'est casser la valeur essentielle du monde hospitalier. Nous sommes au service des gens, nous sommes au service de nos patients, nous sommes le service public. Et lorsqu'on est le service public, notre première mission est de recevoir tout le monde. Lorsqu'on commence par dire « non, ne venez pas, le service est fermé la nuit, si vous voulez rentrer, il faut passer un coup de fil avant, sinon vous n'aurez pas le droit de rentrer », on rentre dans un modèle où les perspectives d'avenir, moi, elles m'inquiètent. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des compagnies d'assurance qui ne vous remboursent pas si vous êtes venu aux urgences sans avoir passé un coup de fil avant par votre médecin traitant et avoir respecté le trajet. Est-ce que c'est ce que nous voulons en France ? Je vous rappelle qu'on vient de modifier le financement des services d'urgence en France et qu'on a intégré 19 € que chaque personne doit payer. Oui. Est-ce que c'est vraiment ce modèle que nous voulons pour notre système hospitalier, pour notre système de soins ? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons ? Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas que les urgences ne soient pas la possibilité pour n'importe qui se trouve en difficulté, même si c'est un mal-être social, de pouvoir venir quelque part et qu'on s'occupe de lui. Pardonnez-moi, monsieur, mais il y a quand même un petit bémol à apporter à ce que vous dites, c'est que la fonction du médecin généraliste, comme moi je l'ai connu à mon âge, donc voilà, c'était un type, malheureusement pour lui peut-être, mais enfin c'était comme ça, il était corvéable à merci 6 jours sur 7, voire 7 sur 7, parfois 24-24, se déplacer à 3 h du matin pour aider les gens, etc. C'est fini tout ça. Le généraliste, à 18h30, il ferme boutique et il renvoie aux urgences. C'est pour ça que les gens vont aux urgences, non ? Il y a la conséquence... Je ne veux pas leur taper du sucre sur le dos, mais bon. C'est une évolution sociétale. Hein. Oui. Pourquoi l'hôpital marchait avant ? Parce que n'importe qui travaillait 80 heures par semaine. Moi, dans mon jeune âge, on faisait 80 heures. Et le mois d'août, s'il fallait faire 14, 15 ou 16 gardes, j'étais de garde 1 jour sur 2. Je rentrais chez moi, je dormais et j'empilais 36 heures de travail d'affilée. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est pas bon pour le personnel de santé, c'est pas bon non plus pour les patients. Parce que 36 heures de travail d'affilée, je suis désolé, vous arrivez, vous me dites bonjour et je vous aboie comme un chien. Parce que nous sommes rincés, explosés. Donc, il y a eu une évolution sociétale. Mais nous n'avons pas mis en place les systèmes qui permettent d'assumer cette évolution sociétale. Aujourd'hui, personne ne veut être au sacrifice. Personne ne veut travailler 80 heures par semaine. Et c'est normal. Et si on travaille plus de 35 ou plus de 39... 70% des internes travaillent plus de 48 heures par semaine. Mais bien sûr, vous vous rendez compte. Donc ils ne sont pas bons. À la 45e heure, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Donc, et ce n'est pas un élément... Ça a été prétexté, ça a été avancé, et on peut le comprendre dans certains cas, que pour former un médecin, il fallait un investissement horaire extrêmement important. C'est peut-être vrai. Allongeons les périodes de formation. Mais on ne peut plus aujourd'hui, dans notre société, dès 35 heures, demander à des gens d'en faire 70, même s'ils sont payés.
Et il y a quelque chose, vous avez dû sûrement regarder les bouquins de Jacques Attali quand il dessine l'avenir. Jacques Attali l'avait dit il y avait des années. Je l'avais lu et je me disais, je m'inquiète. Il avait dit, notre système n'est pas prêt à payer les gens qui travaillent comme ça. Oui. Parce que dans notre modèle, un médecin, un curé, une infirmière, c'est Sœur Teresa de Calcutta. Tu travailles, tu baisses la tête, tu as la vocation. Non, ce n'est pas vrai. La vocation ne peut pas justifier ça. Et pourtant, professeur Casalino, de l'argent, il y en a, puisque le ministre Braun lui-même, qui était là il y a 10 jours, s'insurgeait contre les mercenaires de la santé. Par exemple, ces médecins qui viennent à la journée se faire payer 4 000 € la journée de permanence parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Donc ils viennent un jour par-ci, un jour par-là, 4 000 balles par jour. Donc l'argent, il est là. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas pour payer du personnel stable ? Je ne défends pas ce système de mercenaires. Je ne défends pas ce système. À côté de ça, je suis désolé. Vous ne voulez pas ça ? Donnez la disposition qui l'interdit. Pourquoi des directeurs d'hôpital continuent à payer ça ? Oui, parce que sinon, l'hôpital est fermé. Parce que sinon, le service d'urgence est fermé. Et si vous fermez les services d'urgence, l'hôpital va perdre cette attractivité, cette activité, cette capacité à hospitaliser des personnes, avoir une activité chirurgicale, et donc sa maternité, son service de chir, son activité d'orthopédie sont mortes. Ouais. Et donc les directeurs, ils continuent à payer. Interdisons-le. Oui. Revenons à un système. Mais ne revenons pas non plus à un système où tu vas faire la garde. Moi, j'ai des médecins qui font la garde au tarif normal. Ils sont moins payés que la dame qui vient faire le repassage chez vous à l'heure. Ah oui. Ah oui. Les infirmières sont payées, quand elles travaillent de nuit, 1 €. 1 € et des poussières par heure en prime de nuit. D'accord. Donc, aujourd'hui, qui a envie de travailler ? Un urgentiste, je vous le dis, ça fait 30 et quelques années que je suis aux urgences, 20 et quelques années que je suis chef de service d'urgence. Un urgentiste fait 60% de son temps de travail, de nuit ou de week-end. Là, pendant l'été, mes médecins, à Bichat, à la Riboisière, à Saint-Louis, à Beaujon, les 4 services dont j'ai la responsabilité, ces médecins font 3-4 week-ends d'affilée. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce ne serait pas normal qu'ils soient bien plus payés ? Moi, je trouve que c'est normal. Vous voyez, on ne peut pas être néolibéral, ultralibéral, pour payer, je dis n'importe quoi, les footballeurs. Je n'ai rien contre les footballeurs, au contraire, alléluia, et j'aime beaucoup le football. Et par contre, ne pas être d'accord pour bien payer un travail qui a nécessité 15 ans de formation. Ouais. 15 ans de formation, on ne paye pas le temps, on paye les 15 années où vous avez brûlé vos yeux à étudier, et à passer des nuits, et à travailler, et à apprendre ce métier. Et on paye aussi un sacrifice de votre vie privée, de votre vie personnelle, parce que moi, comme dit ma femme, j'ai passé tellement de temps à l'hôpital qu'elle me disait que si elle était veuve, elle m'aurait vu plus de temps parce qu'elle serait venue les samedis me voir au cimetière. Mais c'est la garantie des couples qui durent, le fait de ne pas se voir beaucoup, monsieur Casalino. Mais aujourd'hui, je donne cet exemple parce que la relation vie privée et vie professionnelle est essentielle. Dites-moi, le ministre, M. Braun, donc il a une grande conférence de rentrée, alors une de plus après les Grenelles, les machins, les trucs. Vous espérez qu'il en sortira quelque chose ? Et si oui, très simplement, quoi ? Avant qu'on parle de la variole. François Braun est un ami, nous sommes des urgentistes, on se connaît bien. La difficulté, c'est, est-ce que quand on arrive comme ministre dans un gouvernement, on a vraiment des coudées libres ? On est contraint. Non, la réponse est non. Non. On n'a pas les coudées libres. Et moi, je suis désolé. Pour moi, un service d'urgence doit rester ouvert. À ce moment-là, faisons des choix courageux. Peut-être il y a des tout petits hôpitaux qui n'ont pas besoin d'un service d'urgence. Renforçons d'autres structures. Le problème en France, c'est qu'il n'y a jamais eu le courage de prendre des décisions. Nous sommes toujours dans la stratégie du consensus. Donc, on garde tous les services ouverts. Tous les services d'urgence ouverts. On veut tout faire parfait. Toutes les lignes de SMUR, tous les SAMU. On met des médecins généralistes à répondre au téléphone. Et on n'a pas demandé aux médecins généralistes de faire des gardes, une permanence des soins, d'être disponibles pour leurs patients. Si les gens viennent aux urgences,
Ce n'est pas pour embêter le ministre, ce n'est pas pour embêter l'hôpital, ce n'est pas pour embêter les urgentistes. Ils viennent parce qu'ils ont un besoin ressenti. Notre rôle est de répondre à ce besoin ressenti. Si ça me prend 5 minutes, je vous examine, rassurez-vous monsieur, vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous et vous irez voir votre médecin, j'ai fait mon travail. Si j'ai besoin de passer 1 heure ou 2 heures ou 3 heures parce que c'est quelque chose de plus inquiétant compliqué, qui nécessite plus de temps, plus d'examens, faisons-le. Mais dire aux gens, ne venez pas, sans leur donner une alternative solide. Moi, je m'oppose à que vous appeliez et qu'on vous dise non, ne venez pas. Si vous appelez et on vous dit ne venez pas, il faut qu'ils vous disent quel est le plan B. Et ce plan B doit être contrôlé. Non, ne venez pas aujourd'hui. Vous irez demain matin voir le docteur Tronchemoul qui vous attend à 8h30. Et moi, mon rôle est de téléphoner à 8h30 et demander au docteur Tronchemoul est-ce que le patient que je vous ai envoyé est venu? Parce que s'il n'est pas venu, il faut que je l'appelle et que je m'assure qu'il ne lui est rien arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Casalino, il nous reste 3 minutes. On va faire 1,5 avec la variole et 1,5 avec le Covid. La variole du singe, qui concerne à peu près 3000 cas aujourd'hui en France. On en monte une mayonnaise gigantesque, alerte mondiale de l'OMS, etc., alors qu'on n'en meurt pas, hein, pour le moment. Voilà. Vous pensez qu'il faut s'exciter avec la variole du singe? Il faut vraiment s'émouvoir autant que ça? Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Je suis d'accord avec vous. La peur n'a jamais donné des bons conseils et n'a jamais permis de prendre des décisions courageuses. Ouais. Mais on ne peut plus non plus dire « je m'en fous et je fais abstraction de ça ». On ne peut pas. Un virus qui circule, que nous connaissons peu et mal, un virus qui circule, qui touche des personnes et qui les rend malades, oui, qui a quand même tué déjà des personnes. Et nous ne savons pas quelles sont les mutations, quelle est l'évolutivité de ce virus. Nous l'avons appris avec la Covid. Il faut être comme un chat quand même. On nous a déjà balancé dans l'eau. Il ne faut pas qu'on nous rebalance dans l'eau une deuxième fois. Nous devons être capables de mettre en place des systèmes de surveillance, de contrôle, de prévention. C'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire crier au loup, je suis d'accord, mais nous devons mettre en place les systèmes qui permettent de garantir à chaque Français que sa sécurité est garantie, parce que ce sont des signaux. Ça veut dire que notre nature, compte tenu de tout ce que nous avons détruit la nature, nous expose aujourd'hui à des nouveaux virus. Et nous devons faire très attention. Enfin, en tout cas, pour le moment, semble-t-il, il n'y a pas le nombre de doses suffisantes. Enfin, il y a tout un débat autour de cette affaire de variole du singe. C'est très compliqué. Un dernier mot, très brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, au point où on en est du Covid-19, on est dans le creux, là, hein, parce que c'est le creux de l'été, on a baissé toute la garde, on ne se lave plus les mains, on s'embrasse à tout va, on porte plus de masque et tout. Est-ce que c'est l'erreur fatale? C'est une erreur colossale. Colossale. Je vous rappelle qu'il y a des pays où l'épidémie est en train de flamber, où le nombre de décès est en train d'augmenter. Ça continue, hein, les décès. Bien sûr, on oublie, il y a beaucoup de décès, surtout dans des pays, appelons émergents en voie de développement. Ce n'est pas acceptable. Nous avons une responsabilité planétaire. Nous avons des moyens que d'autres pays n'ont pas. Soyons solidaires. Et pour moi, c'est du respect. Moi, quand je rentre dans un métro et je mets le masque, je le fais non pas pour me protéger, c'est parce que je traduis le respect que j'ai pour les autres. Comme ça, je les protège. Merci beaucoup, professeur Enrique Casalino, donc infectiologue et patron des urgences de Bichat, et donc bonne connaissance du ministre Braun, puisque lui-même était patron des urgences à Metz, si ma mémoire est bonne. Hein. Merci, je vous souhaite une bonne journée, un bon été.